Pendant la Seconde Guerre mondiale, d'implacables combats aériens se déroulaient au-dessus de l'Europe. Au premier plan se trouvait le légendaire chasseur Supermarine Spitfire, une machine élégante aux ailes elliptiques qui devint le symbole de l'héroïsme de la RAF. Dans l'uniforme d'un pilote de Spitfire cependant, aucune romance n'attendait, mais la réalité dure et impitoyable du combat quotidien pour la survie. Les jeunes pilotes inexpérimentés, souvent même pas encore âgés de 20 ans, devaient faire face à une pression physique et psychologique extrême, tandis que l'espoir d'une longue vie dans le ciel de guerre était très faible. Dans cette vidéo, vous découvrirez à quel point la vie d'un pilote de Spitfire était exigeante et épuisante, depuis l'entraînement rude et épuisant, en passant par les heures infinies et angoissantes d'attente à l'aéroport, jusqu'aux moments de terreur au milieu des furieuses batailles aériennes. D'abord, nous placerons l'histoire dans son contexte. Nous sommes en 1940 et la Grande-Bretagne fait face à la menace d'une invasion nazie. Dans un moment, nous révélerons comment précisément ces pilotes de Spitz, comme on surnommait familièrement les Spitfire, ont joué un rôle clé dans la défense de leur pays. Nous dévoilerons également tout ce qu'impliquait devenir pilote de ce chasseur iconique et quels sacrifices cela exigeait. Préparez-vous à un aperçu unique de la vie des hommes, à qui le destin avait réservé le rôle de chasseur d'élite, et en même temps, la routine quotidienne pleine de discipline, de peur, de détermination et de camaraderie. Personne n'arrivait par hasard dans les rangs des pilotes de la RAF. Tous étaient des volontaires, poussés par un mélange de patriotisme, d'esprit d'aventure et de détermination à affronter l'ennemi. Les candidats aux ailes de pilote de chasse étaient nombreux et les critères d'admission stricts. Un jeune homme devait passer des tests médicaux rigoureux, prouver une excellente vue, des réflexes rapides et une résistance psychologique. Le processus d'admission lui-même impliquait, outre les formulaires, une série de tests et d'entretiens. Les candidats devaient prouver leur orientation spatiale et leurs réflexes rapides, par exemple sur des simulateurs de visée de cibles d'entraînement ou lors de tests de coordination des mouvements. Ils subissaient également un examen médical approfondi. L'examen de la vue devait être réussi presque au niveau d'un aigle. L'ouïe et la condition physique générale étaient également vérifiées. Le futur pilote ne devait pas souffrir de claustrophobie, ni d'une tendance excessive aux nausées. Dans certains cas, la RAF testait aussi la tolérance des candidats à la surcharge et à la désorientation, par exemple sur une chaise rotative qui simulait la rotation et la perte d'équilibre. Seuls ceux qui réussissaient tous ces tests pouvaient accéder à l'entraînement aérien. Tous les candidats ne passèrent pas ce crible. Les plus chanceux qui réussissaient entamaient alors le parcours d'un entraînement long et intensif. L'entraînement commençait par un cours de plusieurs semaines à l'école au sol, où les civils devenaient bons soldats. Les cadets apprenaient l'ordre et la discipline, réveil à l'aube, rassemblement, exercice. Mais en plus de l'exercice militaire, ils passaient des heures en classe, sur les livres et les calculs. Ils étudiaient la théorie du vol, l'aérodynamique, la construction des avions, mais aussi par exemple les bases de la balistique pour comprendre leurs armes. S'ajoutait la navigation, savoir calculer le cap et la durée de vol, s'orienter selon la carte et les étoiles. L'enseignement du morse et des communications radio ne manquait pas non plus. Beaucoup de cadets, habitués plutôt à la pratique qu'à l'école, étaient surpris par la quantité de théorie. Ils savaient cependant que ces connaissances pourraient un jour leur sauver la vie au combat. Après la théorie suivait enfin la pratique tant attendue dans les airs. Sur les aérodromes d'entraînement, attendaient des biplans Tiger Moth ou autres machines d'entraînement. Chaque élève commençait avec un instructeur qui lui enseignait les bases du pilotage, décollage, virage, vol de navigation selon le paysage, et surtout l'atterrissage. Le premier vol en solo était généralement un jalon crucial pour le jeune pilote. Imaginons la nervosité du novice. Jusqu'alors, il y avait toujours eu quelqu'un d'expérimenté qui souriait à côté de lui dans le cockpit et intervenait éventuellement dans les commandes. Mais maintenant soudain le moteur rugit, et il est seul là-dedans. L'élève vérifie une dernière fois les instruments, serre le manche et décolle le petit avion du sol.
Quelques minutes tendues à tourner au-dessus de l'aérodrome, puis il atterrit en sécurité sur la piste. Euphorie. Il a accompli la tâche. Il a piloté un avion seul pour la première fois. Son cœur bat d'excitation, et il sait qu'il a franchi une nouvelle étape vers les ailes de pilote tant rêvées. L'entraînement ne se terminait cependant pas avec le premier vol en solo. Suivaient des centaines d'heures de vols supplémentaires. Les machines d'entraînement de base furent remplacées par des avions plus performants, par exemple le North American Harvard d'entraînement, qui se rapprochait déjà beaucoup des performances d'un véritable chasseur. Les cadets s'entraînaient à l'acrobatie, au virage serré, au vol en formation et au tir sur des cibles aériennes. Les instructeurs étaient souvent des vétérans expérimentés, qui exigeaient sans compromis des performances parfaites. Celui qui ne suivait pas le rythme ou faisait des erreurs répétées pouvait être exclu du programme. La RAF ne pouvait pas se permettre de laisser partir au combat un pilote non préparé. Les erreurs dans les airs se payaient de la vie. Dans des circonstances normales, l'entraînement pouvait durer 12 à 18 mois, et le pilote accumulait plus de 200 heures de vol. Mais la nécessité de guerre imposait parfois un raccourcissement drastique. Surtout dans l'année critique de 1940, il arrivait qu'un candidat obtienne ses ailes en seulement 6 mois, avec seulement environ 150 heures de vol accumulées. Cela signifiait que des pilotes très jeunes, et pas entièrement équipés d'expérience, entraient souvent au combat réel. Malgré la sélection stricte et l'entraînement, des accidents se produisaient pendant l'entraînement. Certains jeunes hommes périssaient malheureusement avant de voir l'ennemi. Une panne technique ou une erreur à l'atterrissage suffisait. Par exemple, dans la hâte d'un virage serré lors d'un entraînement au combat, il arrivait qu'un pilote moins expérimenté perde le contrôle et s'écrase. Ces tragédies servaient d'avertissement aux autres que la légèreté ou la surestimation de ses forces n'avaient pas leur place dans le cockpit. Après avoir terminé l'entraînement de base et avancé, les pilotes attendaient encore une phase finale, l'entraînement dans une unité opérationnelle, Operational Training Unit. Là, les nouveaux détenteurs de l'insigne de pilote, les L tant convoités, se familiarisaient pour la première fois avec leur future machine de combat. Et enfin arrivait le légendaire Spitfire. Le premier vol sur Spitfire était généralement une expérience inoubliable. L'avion était beaucoup plus rapide et sensible aux commandes que tout ce qu'ils avaient piloté jusque-là. Beaucoup décrivaient plus tard que le Spitfire réagissait au moindre mouvement de la main et donnait au vol une dimension entièrement nouvelle, comme s'il était devenu un prolongement du corps du pilote. Bien sûr, maîtriser une machine si performante nécessitait un entraînement supplémentaire. Les novices devaient s'entraîner au décollage et atterrissage. Le Spitfire avait initialement la réputation d'être un avion difficile à l'atterrissage à cause de son train d'atterrissage étroit, au tir à balles réel sur des manches remorquées et aux combats simulés entre eux. Pour les pilotes des pays occupés, comme les aviateurs tchécoslovaques ou polonais, l'entraînement avait encore une autre dimension. Ils devaient en plus surmonter la barrière linguistique, comprendre les ordres et les rapports en anglais, apprendre la terminologie britannique et l'argot aérien. Plus d'un étranger avait des frissons dans le dos lors des premières communications radio pour bien comprendre ce que lui disait l'officier de contrôle. Pourtant, ils s'adaptaient rapidement et comptèrent bientôt parmi les excellents élèves. De nombreuses nations alliées envoyèrent leurs jeunes hommes à la RAF. Outre les Britanniques, il y avait des Canadiens, des Australiens, des Sud-Africains, mais aussi des volontaires des États-Unis et les exilés mentionnés de l'Europe occupée. Pour tous s'appliquait une règle. L'entraînement devait les transformer en pilotes disciplinés et capables sur lesquels on pourrait compter au combat. Finalement, après des mois de labeur, arrivait le jour où le jeune pilote était officiellement affecté à un escadron de combat. Sur sa poitrine, il portait l'insigne de pilote, et dans sa main, il tenait souvent encore la photographie de la cérémonie de remise des L. Lors d'une petite cérémonie devant l'unité rassemblée, le commandant lui épinglait sur la poitrine l'insigne des ailes de pilote. Le jeune lieutenant ressentait une immense fierté. Il avait réalisé son rêve. En même temps, beaucoup réalisaient à ce moment-là que se terminait la période insouciante d'entraînement
et qu'au-delà des portes attendait déjà la cruelle réalité de guerre. Dès que le nouveau lieutenant ou sergent arrivait sur la base de front et voyait pour la première fois les Spitfire, avec les marques de combat de sa nouvelle unité, il devait ressentir un mélange d'enthousiasme et de nervosité. Qu'est-ce qui l'attend maintenant? L'entraînement intensif est terminé. Commence le véritable combat pour la vie. Dans un moment, nous nous déplacerons ensemble sur l'une de ces bases et jetterons un coup d'œil au régime quotidien des pilotes qui sont en alerte constante. Le pilote nouvellement arrivé devait rapidement s'intégrer au rythme de vie de son escadron. La base aérienne de guerre, que ce soit en Angleterre ou ailleurs, avait son propre monde particulier. Les pilotes vivaient généralement dans de simples chambres de caserne ou des baraques en bois, directement près de l'aéroport. Aucun luxe, souvent juste un lit métallique, une armoire pour l'uniforme et une salle de lavage commune. Au sol étaient étendues des cartes, et sur les tableaux d'affichage étaient accrochés les ordres et le planning de service. Les bases elles-mêmes devenaient souvent la cible de raids ennemis. Il n'était pas exceptionnel que les pilotes, au lieu d'un sommeil paisible, doivent sauter du lit la nuit au son des sirènes et courir vers les abris, tandis que les explosions fouettaient les alentours. Le matin, ils trouvaient alors de nouveaux cratères sur la piste et les débris de bâtiments endommagés. Cela aussi faisait partie de leur vie sur la base de front. La nourriture était assurée par la cuisine militaire et la cantine de campagne NAAFI. Bien qu'en Grande-Bretagne s'appliquait un système de rationnement strict et que la nourriture ne soit pas abondante, le commandement s'efforçait d'assurer aux pilotes une nourriture copieuse. Au petit déjeuner, ne manquait donc pas une portion d'œufs au bacon, un luxe à l'époque de guerre. Au déjeuner, un simple ragoût, ou de la viande avec des légumes et le thé fort obligatoire qui chassait la fatigue. Le dîner était modeste, mais on veillait toujours à ce que les aviateurs aient assez de calories. Un service physiquement et psychologiquement épuisant les attendait. Sur l'herbe scintille la rosée froide, et l'air matinal est humide et cru. On a froid sur la peau. Imaginons un tel matin dans le sud de l'Angleterre, en 1940. Pénombre, au-dessus de l'aéroport, roule le brouillard. Dans les logements, retentit le téléphone ou le réveil, et les jeunes hommes ensommeillés, en uniforme bleu, avalent rapidement le petit déjeuner. S'il y a le temps, une tasse de thé et un peu de pain grillé ou du bacon avec des œufs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de place pour savourer la nourriture. Le commandant passe la tête par la porte et annonce à haute voix: Alerte de combat, messieurs. Dans quelques minutes, nous décollons. Les pilotes, encore à moitié endormis, attrapent leurs casques, parachutes et cartes et sautent sur la plateforme d'un camion ouvert. Celui-ci les emmène le long du bord de la piste vers les positions de dispersion, dispersales, où leurs Spitfires se tiennent dispersés loin les uns des autres, camouflés et prêts au démarrage. Sur les aires de stationnement attendent déjà les techniciens au sol qui ont travaillé toute la nuit ou tôt le matin sur les avions. Ils ont rempli les munitions dans les mitrailleuses, vérifié l'huile et le carburant, testé le moteur. Certains Spitfire sont justement faits tourner à vide par les mécaniciens pour qu'ils se réchauffent. 2 hommes sont assis sur les empennages de chaque machine et pressent la queue au sol avec leur propre corps, car la force du moteur la soulèverait autrement. Encore dans la pénombre, les pilotes se changent dans les conditions de terrain, près des avions pour enfiler leur tenue de vol. Par-dessus l'uniforme, ils enfilent en des combinaisons, chaussent de hautes bottes, mettent des casques en cuir avec des lunettes remontées sur le front et attachent des gilets de sauvetage, Mae West, au cas où ils devraient atterrir en urgence en mer. Chacun fait rapidement le tour de sa machine lors de l'inspection pré-vol puis grimpe dans l'étroit cockpit. Le mécanicien aide à attacher les sangles et à passer le parachute, sur lequel le pilote s'assoit en même temps, comme sur un coussin. Tout se fait dans la hâte, mais en même temps de manière routinière. Chacun sait quoi faire. Et puis arrive le plus difficile, l'attente. Oui, malgré toute l'agitation, il peut très bien se passer une demi-heure ou des heures d'incertitude. Les pilotes assis dans les cockpits, ou assis près des avions, attendent l'ordre de décollage. Le moteur ne tourne pas encore pour économiser le carburant. Il suffit de le démarrer qu'en cas d'alerte.
Autour il fait froid et humide, le soleil se lève à peine à l'horizon. Quelqu'un lit un livre dans sa cabine, un autre siffle un air favori de la radio, un autre ferme juste les yeux et essaie de somnoler encore un moment. Le silence est soudain interrompu par la sonnerie du téléphone dans la cabine de terrain près du stationnement. Tous frissonnent. Alerte! Crie l'un des pilotes d'un air interrogateur au mécanicien tenant l'écouteur. Fausse alerte. Pour l'instant, ils appellent juste du commandement pour qu'un autre groupe se prépare en alerte. Le cœur se calme à nouveau. L'attente continue. Les nerfs travaillent. Vers 7 heures du matin, arrive enfin un agent de liaison en courant avec un drapeau de signalisation rouge. Scramble! Le mot fameux, qui signifie démarrage immédiat. Chaque pilote se redresse instinctivement, lâche tout et court vers son Spitfire. Les techniciens font déjà tourner les hélices des premiers appareils. Les moteurs Rolls-Royce Merlin toussent, puis démarrent en rugissant. Un par un, les avions se mettent en route. Les pilotes dans la cabine allument rapidement la radio, se signalent au chef de patrouille. Ils déverrouillent les sécurités des mitrailleuses. Aligner les appareils en position de départ n'est pas facile. Du long nez du Spitfire, on ne voit pas devant soi en roulant. Il faut donc zigzaguer en S. 2 patrouilles de 6 appareils, chacune se range pour le décollage. Le chef lève 2 doigts, 2 secondes d'intervalle entre les avions. Plein gaz et le premier Spitfire se rue sur l'herbe. Des flammes jaillissent des échappements et le bruit est assourdissant. Un après l'autre, les chasseurs décollent leurs avions du sol. Train rentré et monté rapidement en altitude. Encore au sol, on sentait la peur et la tension. Mais dès que le pilote monte vers le ciel, il se concentre seulement sur les performances de l'appareil et les ordres radio. Red Leader calling. Turn to heading St. Dix. Climb Angels 15. Retentit dans les écouteurs. Traduit en français, le chef signale aux autres cap 110 degrés et montez à l'altitude 15 000 pieds, environ 5 km. Ces ordres étaient entendus par les aviateurs du contrôle de chasse au sol qui, grâce aux nouveaux radars, parvenaient à détecter les appareils ennemis qui approchaient et à diriger les défenseurs à temps au bon endroit. À ce moment-là, les pilotes ne savent pas encore ce qui les attend là-haut. Peut-être apercevront-ils les bombardiers ennemis avant d'être attaqués par les chasseurs d'escorte. Dans la cabine règne un calme fantomatique. Seul le moteur gronde et les indicateurs sur le tableau de bord sautillent. Le Spitfire était entièrement entre les mains du pilote. Aucun pilote automatique ni ordinateur de bord n'existait. L'aviateur devait constamment surveiller les instruments de base. Indicateurs de vitesse, altimètre, régime et température moteur, compas. Pendant la montée, il ajustait l'angle de l'hélice et le mélange de carburant pour que le moteur fonctionne de manière optimale et ne surchauffe pas. Les réservoirs de carburant n'étaient pas grands, si bien que l'avion tenait en l'air environ 1 heure de combat au-dessus de la patrie. Lors d'offensives au-dessus de l'Europe s'ajoutaient des réservoirs supplémentaires, qui limitaient cependant la maniabilité. Même ainsi, le pilote surveillait constamment l'aiguille de la jauge à carburant. Dès qu'elle descendait au minimum, il devait commencer à revenir. Sinon il risquait la chute en mer, à cause de réservoirs vides. Tous ces soucis se déroulaient dans la tête du pilote parallèlement aux manœuvres tactiques et aux tirs. Il n'était pas étonnant qu'après l'atterrissage, les aviateurs soient complètement épuisés mentalement. Comme ils montent plus haut, l'air dans la cabine se refroidit. Il faut déjà mettre le masque à oxygène, autour de 4 à 5 km d'altitude, sinon menacerait l'hypoxie. Chacun des pilotes respire l'oxygène froid du tuyau et sent son cœur s'emballer d'attente du combat. Là-haut, dans l'air rare et glacial de 10 000 pieds au-dessus de la terre, se déroule le drame qui décidera de la vie ou de la mort. Dès que les pilotes s'approchent de la zone signalée, ils se tendent. Au loin apparaissent enfin de petits points, une formation ennemie. « Préparez-vous à l'attaque !» retentit l'ordre du chef. Dans un petit moment déjà, les Britanniques et les Allemands seront à portée de leurs armes. Que suit ensuite ? Un enchevêtrement passionnant de montées, descentes, virages brusques et tirs, bref un combat aérien, à la vie à la mort. Mais nous en parlerons plus en détail dans le chapitre suivant, où nous regarderons le déroulement du combat lui-même à travers les yeux d'un pilote de Spitfire.
Se déchaîne une furieuse bataille aérienne. Les formations se désagrègent en combats individuels. Survient une situation que les pilotes appellent dogfight, une poursuite chaotique de chasseurs. Notre pilote aperçoit comment des Messerschmitt Bf 109 allemands émergent de derrière un haut nuage et se précipitent en piqué vers les Spitfires britanniques. Attention, attaque depuis le soleil, crie quelqu'un dans la radio. Dans les écouteurs, retentit aussi le typique Tally-ho. Par ce cri traditionnel, les pilotes de la RAF annonçaient l'ennemi aperçu et le début de l'attaque. L'adrénaline explose. Mouvement brusque, le pilote tire sur le manche et retourne son appareil face aux attaquants. Il sent immédiatement comment l'énorme surcharge le presse dans le siège. Le sang se rue hors du cerveau et il commence à avoir la vue qui se brouille. La manœuvre serrée a cependant empêché les ennemis d'obtenir l'avantage. Les balles des armes du Bf-109 sifflent autour du fuselage du Spitfire et ne font que percer quelques trous dans les ailes. C'était serré. Maintenant, c'est le tour des chasseurs britanniques. Notre pilote aperçoit devant lui les queues de 209. Il pousse le manche vers l'avant et passe en piqué pour prendre de la vitesse, puis à nouveau brusquement vers le haut. Il se met à l'ennemi, sur 6 heures, c'est-à-dire derrière son dos. Le pouce déverrouille la gâchette sur le manche. Dans le viseur danse la silhouette de l'avion de la Luftwaffe. Encore plus près. Et feu! Il presse la gâchette et les ailes du Spitfire tremblent sous la puissante rafale. Les 8 mitrailleuses Browning crachent des centaines de cartouches par seconde. La cabine se remplit un instant de l'odeur âcre de la poudre de ses propres armes et de l'huile du moteur. Le Messerschmitt allemand se trouve sous le feu croisé de 2 appareils britanniques à la fois et en une fraction de seconde se désagrège en morceaux, dont il ne reste qu'une fumée noire et des débris en feu tombant vers la terre. Mais il n'y a pas de temps pour les célébrations. Autour sifflent d'autres projectiles. Un des camarades crie dans l'éther qu'il a un ennemi aux trousses. Le pilote tire l'appareil sur le côté pour regarder autour. À droite en bas, il voit un Spitfire derrière lequel se tient fermement un Bf-109 gris-vert et tire rafale après rafale. L'appareil britannique explose soudain, réservoir de carburant ou impact dans les munitions. En un seul instant, le ciel devient un enfer. Vers la terre volent des débris en feu, et nulle part on ne voit de parachute. Le cœur de notre pilote se serre, mais l'instinct commande de survivre, il plonge brusquement et échappe à la portée du tir ennemi. Le combat continue peut-être seulement quelques minutes, mais au pilote cela semble une éternité. La sueur coule sur son visage sous le masque à 2 oxygène. Il essaie de tourner la tête de tous côtés pour voir si quelqu'un ne lui court pas après aussi. Le ciel est plein d'un enchevêtrement de traînées de condensation. Parfois passe un autre Spitfire ou Messerschmitt, mais alliés et adversaires ne se distinguent qu'en un éclair. Des fractions de secondes décident. Les munitions diminuent, le carburant aussi. Quand le pilote dirige son regard vers les instruments, il réalise que leur patrouille s'est dispersée, et il ne voit nulle part autour ses compagnons d'armes. Dans la radio, il y a un moment de confusion, des bribes de voix excitées, puis à nouveau seulement du bruit. Peut-être le chef est-il tombé, ou a-t-il une panne radio? Dans une telle situation, l'aviateur isolé devient chasseur et proie et à la fois, livré à lui-même. Après quelques manœuvres supplémentaires, plus aucun avion n'est visible dans le ciel, aussi soudainement que le combat a commencé. Il s'est aussi terminé. L'ennemi est soit abattu, soit a disparu. Notre pilote regarde autour. Il remarque enfin au loin 2 silhouettes de Spitfires, qui tournent aussi autour, et cherchent évidemment d'autres ennemis. Il les rejoint et vérifie le carburant. Il en a juste assez pour le retour. Il est temps de rentrer à la maison. L'atterrissage après le combat est traître, non seulement à cause de l'adrénaline et des dommages éventuels à l'avion, mais aussi à cause des émotions. Le pilote doit réprimer ses mains tremblantes et se concentrer sur l'approche de l'aéroport. Dès que les roues de son Spitfire rebondissent sur l'herbe et que l'appareil s'arrête en sécurité, il peut souffler. Le pilote, après l'arrêt du moteur, sent ses mains et ses jambes trembler, écho de l'adrénaline et de la surcharge. Un après l'autre atterrissent aussi les autres qui ont survécu. Loin de tous ceux qui ont décollé le matin ne reviennent cependant.
Aux aires de stationnement, attendant déjà les mécaniciens avec inquiétude, ils comptent les avions de retour. Ils sortent immédiatement vers ceux qui ont atterri pour vérifier les fuselages criblés et aider les pilotes à sortir. Il n'y a cependant pas de temps pour de longues questions. Le commandant d'escadron veut rapidement savoir comment s'est déroulé le combat. Combien d'ennemis ont été abattus? Combien d'appareils propres perdus? Et dans quelle direction l'ennemi a disparu? Les pilotes se rassemblent autour de l'officier de renseignement qui note leur rapport. Tous parlent les uns par-dessus les autres. Fort et avec excitation, c'est encore l'écho du stress de combat. Tombent quelques tapes joyeuses dans le dos pour celui qui a confirmé l'abattage d'un ennemi, mais aussi quelques jurons silencieux à l'adresse de ces maudits messerres. Passe aussi par la tête la pensée. Qui de nous ne s'est pas rentré? Nommément, on ne le mentionne pas encore. Peut-être que quelques retardataires endommagés atterriront encore quelque part, peut-être sont-ils portés disparus. Maintenant, l'important est de préparer les avions, et soi-même, pour le prochain départ, s'y arrive une nouvelle vague d'attaque. Les mécaniciens commencent donc immédiatement à remplir les réservoirs de carburant, recharger les armes et vérifier les moteurs. Les pilotes, entre-temps, prennent une gourde d'eau ou une tasse de thé pour humidifier leur gorge desséchée et s'essuient la sueur du front. Quelqu'un d'une main tremblante allume une cigarette. La nicotine aidera à calmer les nerfs. Dans 1 heure peut arriver un nouvel ordre de monter dans les airs. Après une journée épuisante pleine de plusieurs vols de combat, arrive le soir et le calme tant désiré. Le soleil se couche et sur la base s'installe lentement la détente. Quelqu'un écrit enfin à la hâte une lettre à la maison. Un autre s'allonge sur son grabat et s'endort immédiatement d'épuisement. La plupart cependant se dirigent encore vers le club des officiers ou l'auberge locale. Si quelqu'une est restée debout près, là ils prennent un verre de bière ou un petit verre de whisky, échangent des histoires amusantes et évacuent la tension par l'humour. Les pilotes appellent cela se faire un bain de cochon, laver le stress, avec une bonne dose de récréation et de taquinerie camarade. Celui qui a abattu un ennemi ce jour-là raconte peut-être avec une fausse modestie les détails, et les autres le taquinent. Dans un coin, quelqu'un joue silencieusement de l'harmonica, ou le gramophone joue un vieux disque de swing. La pièce sent la fumée de tabac mélangée à l'odeur de bière renversée, et retentissait des rires bruyants. Au moins pendant un moment, ils peuvent oublier ce qui les attend demain. Pour le monde extérieur, ces jeunes hommes sont les héros de la célèbre bataille, mais ici ils sont surtout une bande de camarades qui viennent de vivre un autre jour à la limite de la vie et de la mort. Le public profane associe peut-être les pilotes de Spitfires principalement à la défense du ciel britannique en 1940. En réalité cependant leur engagement a continué et a pris de nouvelles formes. À partir de 1941, les chasseurs ont commencé à entreprendre des sorties offensives, appelées fighter sweeps, au-dessus de l'Europe occupée. Ils escortaient les bombardiers alliés lors des attaques de jour sur l'Allemagne et se lançaient aussi dans de dangereuses attaques sur des cibles au sol en vol bas. De telles missions apportèrent des risques supplémentaires, par exemple le tir anti-aérien, intensif depuis le sol, ou la menace de capture si le pilote devait atterrir en urgence, loin derrière les lignes ennemies. Comme la fin de la guerre approchait, les aviateurs britanniques affrontèrent même les premiers chasseurs à réaction Messerschmitt. Me 262 que les Allemands avaient déployé. Pour la première fois dans l'histoire, les chasseurs faisaient dos face à des avions à réaction contre lesquels leurs Spitfire étaient de centaines de kilomètres plus lents. Ils parvinrent cependant à inventer une tactique. Ils attaquèrent les Messerschmitt à réaction dans les moments où ils devaient, à cause de la courte autonomie, en carburant descendre pour atterrir et perdaient tous l'avantage de vitesse. Cela aussi montre que le rôle du pilote de Spitfire évoluait constamment pendant la guerre et exigeait toujours de nouvelles capacités et astuces. L'essence restait cependant la même. Chaque départ signifiait la volonté de risquer sa vie, que ce soit au-dessus de l'Angleterre natale, au-dessus de la mer ou au-dessus de terres étrangères. Chaque décollage de combat pouvait être le dernier. La statistique cruelle était que dans les périodes les plus critiques de la guerre, un pilote de chasse actif
vivaient en moyenne seulement quelques semaines de déploiement au front. Pendant la bataille d'Angleterre en 1940, les unités de chasse britanniques perdirent 544 hommes. Et ce n'était que la première de nombreuses campagnes. Les jeunes aviateurs le savaient bien. Quand le soir ils s'asseyaient pour un verre, ils réalisaient souvent que quelqu'un des compagnons d'hier manquait déjà et ne reviendrait pas. Pourtant, ils n'en parlaient pas ouvertement. La mort d'un camarade, ils la passaient généralement sous silence ou la chassaient par l'humour noir. C'était leur défense contre la peur paralysante. La peur était en effet le compagnon constant de chaque pilote, même de l'as le plus expérimenté. Seule différait la façon dont il parvenait à s'y confronter. Extérieurement, tous maintenaient l'apparence de l'assurance, l'audace juvénile et l'esprit aidant à réprimer l'anxiété. L'un d'eux, alors pilote de 19 ans, Geoffrey Wellham, se rappelait plus tard qu'il se disait « Il ne m'arrivera rien, c'est l'autre qui va l'avoir ». Une telle conviction presque superstitieuse, ça ne me touchera pas, était répandue parmi les aviateurs. Dans leur fort intérieur, mais chacun savait que demain, le tour pourrait venir pour lui aussi. Quand retentissait le soir le bulletin BBC annonçant le nombre d'avions perdus, plus d'un pilote frissonnait en pensant si son ami n'y était pas. Les parents et familles de ces jeunes hommes vivaient des jours infinis d'angoisse près des postes de radio. Comme les mois passaient, les pertes s'accumulaient, et sur les unités de combat apparaissaient constamment de nouveaux remplaçants. Le noyau original de l'unité s'amincissait dangereusement. Les aviateurs plus expérimentés gardaient parfois inconsciemment une certaine distance avec les novices. Ils savaient que beaucoup de bleus, comme ils surnommèrent les débutants, ne tiendraient pas longtemps, et ils ne voulaient pas trop se rapprocher d'eux, pour ne pas souffrir ensuite de leur perte. Malgré cela, les pilotes tenaient toujours ensemble. Quand ça devenait dur, ils étaient mutuellement le seul soutien. La solidarité et la fraternité d'armes les aidaient à surmonter les horreurs de la guerre. Le danger partagé créait entre eux un lien pour la vie. Au combat, ils comptaient les uns sur les autres, littéralement, comme des frères. Certains ne supportaient quand même pas la pression psychologique. Surtout après une longue série de combats incessants, il arrivait qu'un pilote tombe dans ce qu'on appelait la fatigue de combat. Aujourd'hui, nous dirions stress post-traumatique. La RAF de l'époque ne prenait malheureusement pas trop d'égard pour la santé mentale. Si quelqu'un refusait de voler par peur ou épuisement, il risquait la désignation LMF, Lack of Moral Fibre, c'est-à-dire manque de fibre morale, ce qui était une étiquette de lâche. Ainsi sa carrière se terminerait dans la honte. La plupart des aviateurs serrèrent donc plutôt les dents et continuaient à exécuter les ordres, même s'ils vivaient peut-être intérieurement le martyre. Beaucoup souffraient d'insomnie, de cauchemars nocturnes. Certains recouraient à l'alcool pour émousser les nerfs, d'autres s'accrochaient aux lettres de famille ou à la foi en Dieu. Certains cherchaient aussi le réconfort dans les petites choses, par exemple dans le soin de la mascotte de l'unité, qui pouvait être une chienne câline ou un chat errant autour de l'aéroport. Un tel animal apportait un peu de joie et aidait à oublier momentanément le stress de guerre. Les permissions courtes tant désirées hors du front étaient rares. Quelques jours de repos à l'arrière ou une visite aux proches pouvaient miraculeusement remonter le moral. Les pilotes les plus expérimentés étaient parfois après une certaine période retirés du front vers l'arrière pour servir d'instructeurs. Enseigner aux nouveaux cadets était une mission et une grande responsabilité. Les vétérans aguerris s'efforçaient d'inculquer aux novices tous les préceptes qui pouvaient leur sauver la vie. Il n'était pas facile d'observer depuis le sol les tentatives maladroites des débutants. Chaque instructeur savait que les erreurs au combat ne se pardonnent pas. Beaucoup de vétérans admettaient que c'était plus stressant que d'être soi-même en action. Souvent cela les tirait vers les escadrons de combat. Être en sécurité à l'école d'aéroport était pour eux psychologiquement difficile quand leurs camarades risquaient encore leur vie au front. Certains retournaient donc de leur plein gré bientôt au vol opérationnel, et ainsi se rencontraient à nouveau dans le ciel différentes générations de chasseurs côte à côte.
pour ceux qui subissaient des blessures au combat et survivaient, commençait un autre combat différent. La chute avec un avion en feu ou le saut d'urgence en parachute signifiait souvent de graves blessures à la colonne vertébrale, aux membres ou d'importantes brûlures. Nombre d'aviateurs avaient le visage marqué par le feu lors de l'évacuation du cockpit. Pour de tels vétérans, le célèbre chirurgien plastique Archibald McIndoe fonda un club appelé Guinea Pig Club, en français Club des cobayes, où les pilotes brûlés se soutenaient mutuellement pendant les longs mois de traitement et d'opérations expérimentales. Beaucoup d'entre eux parvinrent avec un effort incroyable à retourner au service et à s'asseoir à nouveau dans un cockpit. Cela aussi témoigne de leur détermination. Si un pilote était abattu au-dessus du territoire ennemi et s'en sortait vivant, la captivité l'attendait. Passer le reste de la guerre dans un camp de prisonniers était une dure épreuve de patience, mieux que la mort, mais pour un aviateur habitué à l'action constante, un sort infiniment frustrant. Quelques téméraires parvinrent à s'échapper de captivité ou à éviter la capture. Par exemple, le pilote tchécoslovaque František Feitel fut abattu au-dessus de la France occupée et avec l'aide de résistants locaux, parvint par les Pyrénées en Espagne neutre, d'où il réussit à retourner en Grande-Bretagne et à voler à nouveau. De telles histoires étaient exceptionnelles. La grande majorité des pilotes abattus finit jusqu'à la fin de la guerre dans les camps de prisonniers allemands. Pour les abattus au-dessus de la mer, la RAF institua un service spécial de sauvetage maritime, Air Sea Rescue. Des hydravions Walrus et des vedettes rapides recherchèrent les pilotes en parachute ou en canot, et beaucoup furent sauvés avant que l'océan froid ne les engloutisse. Chaque pilote, volant au-dessus de la mer, portait sur lui un petit canot gonflable d'urgence et croyait que s'il sautait dans l'eau, les camarades ne l'abandonneraient pas. Il vaut la peine de mentionner le sort du pilote britannique Douglas Bader. Celui-ci avait certes perdu avant la guerre les 2 jambes lors d'un accident, mais même avec 2 prothèses, il parvint à être réadmis dans la RAF et devint l'un des as les plus célèbres. Voler avec des membres artificiels était pour lui physiquement extrêmement difficile. Il atteignit pourtant 22 victoires. Quand il fut lui-même abattu en 1941 au-dessus de la France et tomba en captivité, les Allemands, par respect pour sa réputation, lui firent même larguer de Grande-Bretagne de nouvelles prothèses de remplacement en parachute pour qu'il puisse à nouveau marcher en captivité. Tel respect il inspirait. Bader, même au camp, ne resta pas inactif et tenta répétitivement de s'évader. Son indomptabilité symbolise encore aujourd'hui la ténacité des pilotes de guerre qui ne se laissaient briser par aucun obstacle. Chaque jour de guerre apportait ainsi de nouveaux héroïsmes et de nouvelles tragédies. De la bande originale de camarades qui avaient ensemble commencé l'entraînement, seule une poignée de chanceux se retrouva à la fin de la guerre. Certains des meilleurs chasseurs devinrent des as célèbres, couronnés de médailles, et leurs noms étaient connus de la presse. La majorité cependant resta des héros inconnus qui faisaient simplement leur devoir. D'une façon ou d'une autre, tous portaient sur leurs épaules l'énorme poids de la responsabilité, et chacun d'eux prouva un courage extraordinaire en s'asseyant jour après jour dans le cockpit et en étant prêt à affronter la mort. Les peines et les souffrances dont nous avons parlé jusqu'à présent n'étaient pas vécues seulement par les Britanniques de naissance. La RAF était véritablement une légion aérienne multinationale. Pendant la bataille d'Angleterre, les étrangers représentaient environ un 5e de tous les pilotes du Fighter Command. Aux côtés des Britanniques, s'asseyaient dans les cockpits des Spitfire et Hurricanes, des aviateurs de tout le Commonwealth, canadiens, australiens, néo-zélandais, sud-africains, mais aussi des exilés des pays occupés d'Europe, polonais, tchécoslovaques, belges, français. Même plusieurs Américains et Irlandais s'engagèrent alors volontairement, avant même que leur pays n'entre en guerre. Chacun d'eux avait son histoire personnelle et sa motivation, mais tous étaient unis par le désir de vaincre le nazisme. Il vaut la peine de mentionner aussi le déploiement des pilotes sur des théâtres d'opérations éloignés, par exemple sur l'île assiégée de Malte en 1942. Les chasseurs de là-bas, britanniques,
mais aussi volontaires étrangers, faisaient face non seulement aux raids incessants de l'ennemi, mais aussi au manque de tout, du carburant et des munitions à la nourriture. L'ancien pilote Alan Scott se rappelait qu'à Malte, ils avaient tous constamment faim. Pourtant, ils continuaient à voler, parce qu'ils le devaient. Les pilotes là-bas décollaient quotidiennement plusieurs fois contre la supériorité numérique des bombardiers et chasseurs de l'Axe, et le soir tenaient à peine debout d'épuisement. L'île était de plus constamment bombardée, si bien que les aviateurs n'avaient pas de repos, même après le retour. Souvent, ils s'allongeaient pour dormir dans des abris creusés. Des conditions si extrêmes ne font que souligner combien ces hommes devaient être incroyablement résistants, qu'ils combattent où que ce soit. Les Spitfire s'employèrent aussi dans la campagne d'Afrique du Nord, et plus tard en Birmanie et dans le Pacifique. Les pilotes là-bas, outre les avions ennemis, faisaient face à la chaleur extrême, aux tempêtes de sable ou aux maladies tropicales et aux insectes. La technique dans le désert souffrait du sable omniprésent. Dans la jungle, elle se corrodait dans la moiteur. La vie opérationnelle d'un chasseur avait ainsi de nombreuses formes différentes selon le lieu de déploiement, mais le courage et l'abnégation étaient toujours le dénominateur commun. Particulièrement remarquablement s'inscrivirent dans l'histoire les Polonais et Tchécoslovaques, qui fuyaient les nazis, et créèrent en Grande-Bretagne leurs propres escadrons. Par exemple, le célèbre 303e escadron polonais abattit en 1940 le plus d'ennemis de toutes les unités de la RAF pendant la bataille d'Angleterre. Dans ses rangs, combattait aussi le chasseur tchèque Josef František, qui atteignit lui-même 17 victoires et comptait parmi les pilotes les plus réussis. Bientôt, naquirent aussi des escadrons purement tchécoslovaques, le 310e, 312e et 313e, dont les pilotes volaient au début sur Hurricanes et plus tard aussi sur Spitfires. Ces hommes avaient outre le serment militaire aussi une raison personnelle de combattre, venger leur patrie asservie et contribuer à sa libération. Au début, ils se heurtaient à une certaine méfiance ou aux barrières linguistiques. L'anglais n'était pas naturel pour beaucoup d'entre eux, et le commandement britannique n'était pas sûr de comment il s'intégrerait. Il apparut rapidement cependant qu'il s'agissait de combattants extraordinairement courageux et capables. Ils volaient avec enthousiasme et souvent aussi avec un peu de cœur en plus. Ils avaient en bref dans le sang une énorme motivation. Un commandant britannique déclara que grâce aux pilotes polonais, la Grande-Bretagne gagna généralement la bataille d'Angleterre parce que leur héroïsme était insurpassable. De même, les aviateurs tchécoslovaques méritèrent le respect. Malgré une nationalité ou langue différente, ils devinrent progressivement des membres à part entière de la RAF, obtinrent des décorations britanniques, et certains atteignirent même des positions de commandement. La camaraderie entre aviateurs ne connaissait pas de frontières. Au combat, ils étaient tous dans le même bateau. Après la guerre, beaucoup de pilotes étrangers retournèrent dans leur patrie, au moins ceux qui le pouvaient. Pour certains cependant cela ne signifiait malheureusement pas une fin heureuse. Par exemple les héros tchécoslovaques, qui avaient combattu sous les ailes de la RAF, furent dit brièvement après la guerre célébrés chez eux. Mais avec l'avènement du régime communiste en 1948, la situation se retourna. Beaucoup furent persécutés, emprisonnés ou forcés de fuir à nouveau vers l'ouest, parce que le nouveau régime ne leur faisait pas confiance. Un sort similaire toucha les pilotes polonais, qui ne pouvaient pas rentrer en sécurité dans une patrie dominée par les soviétiques. Triste paradoxe, des hommes qui avaient risqué leur vie contre Hitler devinrent chez eux victimes d'une nouvelle oppression. Mais leurs mérites de guerre ne furent pas effacés. En Grande-Bretagne et dans le monde, ils restèrent à jamais inscrits comme partie de cette poignée glorieuse, The Few, comme appela les pilotes de la bataille d'Angleterre, Winston Churchill. L'histoire des pilotes de Spitfires de la Seconde Guerre mondiale nous parle encore aujourd'hui, plus de 80 ans après. Il est difficile d'imaginer par quoi ils devaient de tout passer, car la plupart d'entre eux avaient à peine plus de 20 ans. Les jeunes gens d'aujourd'hui à cet âge étudient souvent, voyagent ou commencent leur carrière,
tandis que leurs pères de l'époque risquaient jour après jour leur vie dans les cockpits de chasseurs fragiles. Aujourd'hui, nous vivons dans une sécurité et un confort relatifs auxquels ces aviateurs de guerre contribuèrent grandement. Leur courage et leur sacrifice posèrent les bases de la paix dont souvent nous ne nous rendons même pas compte. Après le retour de la paix attendaient les pilotes de guerre une tâche difficile, s'habituer à nouveau à la vie ordinaire. Beaucoup restèrent dans l'aviation comme officiers de carrière ou tentèrent leur chance dans l'aviation civile. Mais pour d'autres, il était difficile de retourner à la routine habituelle. La guerre leur avait appris à vivre intensément au jour le jour, et l'adrénaline des combats leur manquait soudain. À l'époque, on ne parlait pas encore de stress post-traumatique. Pourtant, beaucoup de vétérans souffraient silencieusement de cauchemars nocturnes et de souvenirs d'amis tombés. Avec le temps, cependant, la majorité parvint à s'intégrer dans la société et à trouver une nouvelle mission. Bien qu'aucune expérience dans leur vie ne puisse dépasser cette sensation qu'en jeunes garçons, ils étaient assis dans un Spitfire et défendaient leur terre. Le pilote militaire moderne a déjà à disposition les dernières technologies. Pourtant, l'esprit et la détermination restent aussi importants qu'à l'époque des Spitfire. Les histoires des chasseurs de la RAF nous enseignent des valeurs comme le courage, la coopération en équipe et la persévérance face à l'adversité. Bien que le monde ait changé depuis les années 40, l'héroïsme humain et la volonté de risquer pour les autres sont intemporels. En nous souvenant des pilotes de Spitfires, nous réalisons combien fragile était le chemin vers la victoire et quel rôle important jouèrent les individus. Aujourd'hui encore, ces aviateurs sont à juste titre célébrés. Chaque année, en septembre, la Grande-Bretagne commémore le jour de la bataille d'Angleterre, lors duquel, au-dessus des têtes des spectateurs, rugissent à nouveau les moteurs des Spitfire conservés lors de démonstrations aériennes. En République tchèque et en Pologne furent après 1989 restaurés les monuments et plaques commémoratives des héros de la RAF. Leurs noms s'enseignent aux nouvelles générations. Récemment encore vivaient parmi nous les derniers témoins. Par exemple, le général Emil Bošek, dernier pilote tchèque de Spitfire, qui vécut jusqu'à 100 ans et jusqu'au dernier moment se rappelait avec fierté ses compagnons d'armes. Maintenant, l'histoire de cette poignée glorieuse ne nous reste plus que dans les livres, chroniques et récits. D'autant plus il nous incombe de ne pas oublier leur héritage. Quand nous regardons aujourd'hui la laque brillante des Spitfires exposée dans les musées ou les images de combats aériens dans les documentaires et films, nous devrions garder à l'esprit combien cette profession était réellement un pain dur. Derrière l'élégante silhouette du chasseur se cachent des nuits blanches, des doigts gelés sur le manche, des pertes d'amis et le combat constant avec la peur. La vie d'un pilote de Spitfire était extrêmement difficile. Mais c'est précisément grâce à ces garçons ordinaires, extraordinairement déterminés, que nous autres pouvons vivre nos vies en paix. C'est un héritage que nous ne devrions jamais oublier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau, je serai content que vous lui donniez un like et que vous la partagiez avec vos amis.